À tous au panel de la coalition Nourrir l'humanité durablement. Bravo, vous êtes arrivés dans la salle D que nous avons cherchée jusqu'il y a 2 heures cet après-midi. Alors, je vais me présenter. Je suis Magali Delomier. Je suis directrice générale adjointe de l'Union des producteurs agricoles au Québec. C'est une organisation qui rassemble les 42 000 producteurs et productrices agricoles et forestiers au Québec. Dans le fond, cette organisation défend les intérêts des producteurs depuis près de 100 ans. Et je suis également conseillère, en fait, du conseil d'administration de cette coalition dont on va parler aujourd'hui. On va faire ça en 3 temps. Déjà présenter nos invités, la coalition, puis on parlera plus généralement de l'alimentation durable, c'est notre sujet. Et en dernière partie, nous aborderons toute la question de la mobilisation qui va être nécessaire pour atteindre les objectifs de cette coalition. On va vous en dire un petit peu plus. Et nous terminerons certainement avec une belle annonce. Je vais laisser le suspense, mais nous souhaitons faire une annonce dans le cadre de ce forum qui va être d'importance. Alors, je n'en dis pas plus, mais à la fin de notre panel, nous procéderons à cette annonce. Alors, bienvenue à tous. Alors, pour commencer, je vais demander à nos invités de se présenter les uns après les autres. Monsieur Larose. Alors, je m'appelle Gérald Larose. Bon, j'ai eu plusieurs chapeaux, mais là, le chapeau que j'ai, c'est celui d'être le vice-président de la coalition Nourrir l'humanité durablement, dont on va parler cet après-midi. Nous avons un micro pour l'enregistrement caméra, mais évidemment, il n'y a pas de son dans la salle. Bon après-midi, mon nom est Ibrahim Koulibaly, je viens du Mali. Je suis paysan, président de la coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Et aussi, je suis le président d'Europa, qui est le réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest, qui est là dans le cadre de ce partenariat sur la coalition Nourrir durablement l'humanité. Bonjour, Hugo Bourgard-Langelier. Je suis secrétaire général de UPA Développement International, un peu, si on veut, la branche développement international de l'UPA dont Magali vient de vous parler. Et je siège aussi sur le conseil d'administration de la coalition. Bonjour, moi je suis du Sénégal. Je m'appelle Sidiba, producteur agricole, porte-parole du Conseil national de coopération et de concertation du RIRO, un membre du Europa dont M. Ibrahim Koulibaly est le président. Et le président de ma plateforme, M. Nazirou Sall, en est le secrétaire général. Merci. Alors, nous allons commencer par présenter notre coalition. On avait prévu une présentation sur écran, tout ça, mais nous n'avons pas d'écran. Alors, on va suivre Gérald Larose. Il devrait être quand même assez clair pour que vous puissiez comprendre les travaux de la coalition. Alors, j'ai plusieurs défauts, dont celui d'être professeur, maintenant à la retraite. Alors, c'est un petit peu schématique, mais je vais essayer d'être clair quand même. Globalement, la coalition vise à permettre aux États, disons, de construire et de valoriser la sécurité, l'autonomie et la diversité agroalimentaire. Alors, je dirais, là, c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, je vais vous faire une présentation en 5 petits points. Il y a un 6e qui va se rajouter, Magali en a parlé, qui est celle de la mobilisation. Alors, premier point, c'est quel est le nouveau contexte dans lequel on se trouve? Le 2e, c'est la place importante de l'alimentation dans les sociétés. Le 3e point, c'est l'évolution du secteur agroalimentaire, parce que ça a connu une évolution importante, pour arriver à un 4e point qui est, là, il faut changer de modèle, parce qu'on est dans un cul-de-sac. Et puis, le 5e, ça sera le nécessaire levier juridique international pour réaliser la transformation. Alors, le premier point. Le premier point, je vous réfère au professeur Sambou Diagne de ce matin. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Essentiellement, qu'on est dans un contexte social de plus en plus difficile. La pauvreté ne s'élimine pas, elle s'accroît, les inégalités non plus. Donc, il y a un contexte social qui se dégrade. Il y a un contexte économique. Alors, disons, le marché ne répond pas
à tous les besoins de la population. Le néolibéralisme lui-même a remis en question les écosystèmes économiques. Bref, il y a une crise, y compris du capitalisme. La troisième remarque qu'il a faite, c'est qu'il y a maintenant des problèmes politiques majeurs. La dernière expression, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine, avec des répercussions, j'en parlerai un petit peu plus loin, dramatiques pour le secteur agroalimentaire. Hein. Et puis, le cinquième point, sur lequel il a insisté beaucoup, c'est qu'on est dans un contexte de crise climatique qui affecte toutes les dimensions de la vie humaine. Mais je pense que dans notre atelier, il faut qu'on prenne conscience que la crise climatique affecte radicalement le secteur agroalimentaire. Alors ça, c'est le nouveau contexte, j'en dis pas plus. Mon deuxième point, c'est de se rendre compte de la place importante qu'occupe l'alimentation dans nos sociétés. 7 petits points. Le premier, c'est la dimension vitale. C'est-à-dire, sans les aliments, là, on court pas loin. Donc, c'est un ingrédient de base vital pour toutes les sociétés. Deuxièmement, à travers l'alimentation, on caractérise les sociétés. Je posais la question pour l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a un fruit, un légume? Bon, le karité, quand on dit le karité, on pense à l'Afrique de l'Ouest. Quand on pense au Québec, on pense facilement au sirop d'érable. Tu sais. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, puis il n'y a pas beaucoup de karité au Québec. Alors, l'alimentation, c'est une caractéristique qui singularise les sociétés. Mais c'est aussi très dépendant. C'est-à-dire, on ne cultive pas en Afrique de l'Ouest ce qu'on cultive au Québec, ce qu'on cultive dans les Caraïbes, etc. C'est très dépendant des territoires, si c'est désertique, si c'est pluvieux, tropical, etc. Donc, il y a un élément de dépendance dont on doit tenir compte. C'est par ailleurs extraordinairement riche, diversifié, et même, j'en parlerai un petit peu plus loin, les échanges internationaux ont enrichi les cultures alimentaires des différentes sociétés à cause de la richesse des produits alimentaires. Autre caractéristique, ça se transmet de génération en génération. Et même ça se perd. J'ai déjà voulu reprendre la recette du ragoût de boulette de ma mère. Ça a été mal transmis. Je vais vous le dire, et j'en étais le premier témoin. Alors, mais globalement, quand même, les sociétés transmettent d'une génération en génération leur patrimoine à ce niveau-là. C'est aussi, je l'ai dit, partagé au plan mondial. Je dirais que les 50 dernières années ont permis beaucoup cet échange. Autre caractéristique, et celle-là, je la signe de 2 traits, l'alimentation a été régulièrement régulée. C'est-à-dire que les États sont intervenus pour s'assurer de la qualité, pour garantir un certain approvisionnement, etc. Donc, l'intervention étatique dans le secteur agroalimentaire, c'est pas une nouvelle invention, ça n'en serait pas une nouvelle. Tout ça pour dire que l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme les autres. C'est un bien commun essentiel pour nourrir les humains et préserver la biodiversité et absorber le carbone quand on veut reprendre le nouveau contexte dans lequel on est. Maintenant, l'évolution. L'évolution de ce secteur-là. En 1850, 95% de la population mondiale cultivait. En 1850. En 1950, c'est 80% qui cultivaient. Aujourd'hui, c'est quand même encore très important, c'est 40% de la population dont l'activité principale, c'est l'agriculture. Il y a eu ce qu'on a appelé une révolution verte pour rencontrer des défis importants. D'abord, le défi de la démographie. En 1900,
on était 1,5 milliard sur la Terre. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Ça s'est multiplié plus que par 5. En 2050, puis là, ils disent qu'on devrait topper autour de 10 milliards. Donc, en un siècle et 20 ans, on a quand même développé une capacité de produire pour nourrir. Je dirais que ce n'est pas tout le monde qui est nourri de la même manière, mais quand même pour rencontrer le défi de la démographie. Une deuxième évolution, ça a été l'industrialisation. Tout ça s'est fait de façon inégale dans les différents pays, les différents continents. Mais il y a eu l'industrialisation de l'agriculture, le machinisme agricole, ça a permis de décupler effectivement les capacités. Puis il y a eu la professionnalisation, la technologisation, aussi l'organisation, c'est-à-dire, si je parle du Québec, la classe agricole s'est formidablement bien organisée, et puis un peu partout sur la planète. Donc, il y a eu une professionnalisation du secteur. Puis, il y a eu la mondialisation. Je dirais, depuis 40 ans, on est dans une mondialisation avec ses caractéristiques. Hein, de la délocalisation, de la concentration, de la spécialisation. Alors, tous les travers de la mondialisation ont massivement pénétré le secteur agricole pour devenir, en 1994, aux yeux de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, une marchandise comme les autres. C'est-à-dire que les produits alimentaires ont été intégrés dans la réglementation de l'OMC. Alors, autre caractéristique, disons, de cette évolution-là, et puis je dirais, quelle est la situation actuelle? Là, j'ai plusieurs petites notes. D'abord, 35 % de tout ce qu'on produit est gaspillé. C'est un problème. Peut-être que le gaspillage varie, disons, d'une région à l'autre, mais c'est d'abord un problème. 35 % de tout ce qu'on produit s'en va aux poubelles. Ça laisse, sur le 8 milliards que nous sommes, près d'1 milliard de personnes en sous-alimentés gravement. Il y a des gens, tous les jours, toutes les secondes, qui meurent parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Aussi, la mondialisation, notamment, a... oui, puis tu vas m'ouvrir ça, s'il te plaît. La mondialisation, notamment, avec une espèce de standardisation, disons, des principaux produits, des céréales, des viandes, etc., a produit dans les populations, alors du Nord, c'est beaucoup l'obésité, le dérèglement alimentaire, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, tout ça à cause des sucres, des gras, du sel. Et puis bon, si je veux parler plus du Nord, disons la restauration rapide, c'est que ça, là. Des gras, du sel, du sucre, etc. Et on dit que la mauvaise alimentation, même pour ceux et celles qui se nourrissent en quantité beaucoup, c'est 4 000 milliards dans le produit intérieur brut de maladies. Donc, on est plutôt mal organisé, là. C'est évident. Autre caractéristique. J'ai dit tantôt qu'encore, il y avait 40 % de travail sur la planète qui était du travail agricole. Eh bien, je vous souligne que 80 % de ce 40 % vivent très pauvrement. Alors, un des grands paradoxes, c'est que ceux qui cultivent sont parmi les plus pauvres de notre société. Il faut aussi parler de la marginalisation, et puis même des pays comme en Afrique, ça se répand aussi, la marginalisation des régions, des territoires, la dévalorisation, l'urbanisation, disons, un peu désordonnée, parce que les gens, ils courent après
je dirais, un minimum de revenus pour pouvoir se nourrir. Autre caractéristique, je l'ai annoncé un peu tantôt, c'est la dépendance des exportations. Alors, je sous-entends là-dedans qu'il y a une désappropriation des capacités de produire sa propre suffisance alimentaire. Alors, et ça génère de la perte de biodiversité et de la diversité agricole, alimentaire et nutritionnelle. On calcule, puis c'est mon avant-dernier état des lieux, que la production agroalimentaire produit entre 21 et 32 % des gaz à effet de serre. Alors, si on veut regarder le problème à travers cette réalité-là, s'occuper de l'agroalimentaire, c'est peut-être aussi s'occuper des gaz à effet de serre. Et puis, dernier élément, et puis Sambou en parlait dans son intervention de ce matin, les changements climatiques, les chaleurs extrêmes, les sécheresses ou les inondations. Au Québec, la semaine dernière, il y a eu des graves inondations. Les feux, alors je posais la question à quelqu'un, en Afrique, il n'y a pas encore de feux là, dévastateurs comme on en connaît en Europe, puis même en Amérique et puis en Australie, mais ça en viendra peut-être. Donc le dérèglement climatique, ça va être un dérèglement agricole et alimentaire important si on ne s'en occupe pas. Donc, c'est ce qui m'amène à mon quatrième point. On n'est pas loin du cul-de-sac et il faut changer de régime, il faut changer de modèle. Alors, pourquoi changer de modèle? C'est peut-être une synthèse de ce que je viens de dire. C'est parce qu'il y a des échecs dans l'évolution du secteur agroalimentaire qu'il faut corriger. Le premier, c'est la monopolisation. Alors, il y a une monopolisation, je donne 2 exemples, des semences et des engrais. Et la guerre russo-ukrainienne, là, disons que, particulièrement pour l'Afrique, là, pour les céréales, c'est un sacré problème. Et puis quand la riposte, c'est de boycotter la Russie, là, c'est ceux qui ont besoin d'engrais qui prennent le coup. Donc, le phénomène de monopolisation est gravement... C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper de façon importante. Autre réalité, c'est l'accaparement des terres et la spéculation des sols. On sait qu'en Afrique, il y a eu des opérations d'accaparement des terres. En Amérique du Nord, c'est beaucoup la spéculation sur les sols. Que pour la transmission de génération pour les terres, ça pose un grave problème quand la terre vaut 4 fois, 5 fois, 6 fois le prix qu'elle valait quand c'était les parents qui s'en occupaient. Alors, faire échec à la dévitalisation des territoires et des régions, à l'intensification, la production intensive, la surfertilisation, la surutilisation des pesticides qui entraînent aussi des problèmes au plan de la qualité et de la standardisation et la surtransformation des produits agricoles. Mais on est toujours... Alors, changer de modèle, on est toujours en croissance démographique. Donc, il y a des exigences à répondre aux besoins des populations. Mais il y a un épuisement des ressources. Il y a aussi une destruction des écosystèmes. Et on rencontre, depuis quelques années, disons, une baisse du plafond de l'offre par rapport à la demande. Alors, on gaspille 35 %. Mais à gaspiller comme on gaspille, s'il y a un écart qui se réduit entre ce qui est produit et ce qui est demandé, ça va poser aussi d'autres types de problèmes. Et puis, alors, phénomène qu'on nous annonce comme être durable, c'est l'inflation. L'inflation alimentaire est durable parce que les ressources vont toujours coûter plus cher. Le transport, dans la mondialisation, il y a beaucoup de transport. Hein? Alors, il y aura une inflation durable
au niveau agroalimentaire. Ce qui nous amène ici à ce que, collectivement, on redessine un avenir au secteur agroalimentaire. Il ne faut pas être désespéré. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait dans les territoires. Et d'ailleurs, une rencontre comme celle du GICEF, là, il y a souvent et très régulièrement expression d'innovation qui se fait dans la production. Il y a de la production organique, biologique, de la production urbaine. Dans la distribution, il y a beaucoup, peut-être que je parle plus de choses que je connais chez nous, mais il y a des nouveaux marchés publics, il y a des circuits courts, il y a de la production qui est distribuée avec soutien de la communauté. Il y a des nouveaux types de consommation, le végétalisme, les végétariens, etc. Donc, il y a de l'innovation. Il y a des nouvelles politiques publiques, parce que, les gouvernements ne sont pas fous à plein temps. Non? Ils voient bien que les problèmes se développent. Alors, il y a des nouvelles politiques publiques. Il y a du zonage agricole dans certains coins de la planète, l'assurance récolte, la protection du modèle familial. Il y a des fiducies, ça vient d'être créé chez nous, d'utilisation sociale avec l'UPA, puis un fonds de travailleurs pour s'organiser, qu'il y a un fonds permettant de contrôler la spéculation sur les sols pour que ça soit transmissible aux enfants qui vont succéder. Et puis, il y a beaucoup de lutte au changement climatique. Donc, il y a un terrain propice pour faire des opérations structurantes pour changer le modèle. Et un des éléments, puis c'est celui-là dont je voudrais que vous reteniez de notre intervention, c'est de redonner aux États, aux communautés, les pouvoirs de légiférer et de réglementer pour protéger leur autonomie, leur sécurité et leur diversité agricole, alimentaire et nutritionnelle. Et pour ça, on pense qu'il faut un levier juridique international. Je ne m'étends pas longtemps là-dessus, mais je résume. Vous savez qu'il y a bien de la réglementation internationale sur toutes sortes de sujets. Sur les droits humains, sur, la protection du travail des enfants. Il y a toutes sortes de lois ou de conventions internationales, mais c'est habituellement des souhaits, hein, c'est-à-dire les gens s'entendent, il y a un consensus. Ça fait avancer quand même les sociétés. La seule loi, la seule convention contraignante jusqu'au trognon, c'est celle de l'Organisation mondiale du commerce. Eux autres, quand ils décident quelque chose, ils ont des comités, puis ils ont des inspections, puis s'il y en a qui contreviennent, on les poursuit. D'abord, il y a un procès, et puis ils sont condamnés à l'amende, etc. Même le Canada, le gouvernement du Canada, vient de se faire poursuivre pour 30 millions par une compagnie là, qui est empêchée de faire ses activités par une loi sur l'environnement. Alors, la loi de l'OMC donne la permission aux compagnies de poursuivre les gouvernements. Normalement, c'est le contraire, là, mais bon. Alors, tout ça pour dire que, alors que l'agroalimentaire, c'est aussi vital que l'air et l'eau, eh bien, c'est soumis aux règles de l'OMC. Alors, on dit ça n'a pas d'allure. On dit il faut promouvoir une convention internationale qui va embrasser l'ensemble des problèmes dont on vient de parler pour que les États regagnent le pouvoir de légiférer pour assurer l'autonomie, la sécurité et la diversité alimentaire, sans qu'on puisse les poursuivre pour ça. Je donne 2 exemples. Moi, je suis venu ici en 2005. J'étais allé à Thiers. Il y avait des coopératives de femmes qui faisaient de la culture du millet. On m'explique.
que le millet, au fil des années, s'est disparu. Ça a été remplacé par le riz, qui n'était pas une culture d'origine, paraît-il. Donc, alors, mais là, disons, le riz est quand même bien implanté ici, avant que tu puisses concurrencer le riz. Alors, si on veut protéger les cultures, j'allais dire, originales, singulières, eh bien, les États devraient avoir le pouvoir de, ou bien subventionner, ou bien, tu sais... je vous donne un autre exemple. Haïti. Moi, ma femme est haïtienne d'origine. Je suis allé plusieurs fois. En Haïti, on cultivait le riz. Toute la vallée de l'Artibonite, ils cultivaient le riz. Jusqu'à temps qu'il y ait un dumping systématique du riz américain, vendu moins cher dans le port d'Haïti que ce que les pauvres travailleurs agricoles d'Haïti produisaient. Eh bien, Haïti ne pouvait pas légiférer pour dire « On s'excuse, là, mais on ne veut pas de riz américain. On veut pouvoir vivre du riz haïtien. » Alors, c'est dans ce sens-là qu'on dit il faudrait que dans la réglementation, dans la législation internationale, il y ait un droit des États de légiférer en fonction d'objectifs alimentaires, agricoles, alimentaires, concernant leur sécurité, la diversité, et que ça ne soit pas retenu contre eux. On n'est pas contre, j'allais dire, les échanges internationaux. On n'est même pas contre une certaine forme de mondialisation, mais tout ne doit pas être mondialisé, tout ne doit pas répondre aux règles de la mondialisation. Donc, c'est l'idée qu'on porte. Alors, nous, on est là-dessus depuis 2008. Vous allez dire, ça vous prend du temps avant de vous réveiller, là. Mais on travaille là-dessus depuis 2008. Et là, on est dans un processus d'internationalisation. On va en parler un petit peu plus tard. J'ai été un peu long, hein, madame? Non, ça va? C'est très bien. OK. Peut-être la coalition, est-ce qu'on en parle? Non, je vais revenir. Parfait. Alors, merci beaucoup, Gérald. Micro par là. Avant qu'on passe au prochain bloc de discussion, avez-vous des questions sur cette idée de convention et de ce que ça sous-entend et du contexte qui la justifie? Monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de réglementation, mais cela existe un petit peu. Cela existe un petit peu. Je sais qu'au Sénégal, moi je connais rien à l'agriculture, hein. Je vous avance, mais j'ai un ami qui fait l'importation de carottes et je sais qu'à une certaine période, on lui interdit d'importer la carotte. Donc ça revient à peu près à ce que vous entendiez. Pourquoi Haïti n'a pas bloqué les importations de riz? Ici, ça se fait. Ici, c'est une réalité. Alors, moi, je ne saurais pas expliquer. Toi, peut-être. OK. Alors, je ne saurais pas expliquer, disons, donner les détails pour expliquer la situation précise qui concerne. Mais c'est sûr que à partir du moment où les règles internationales répondent d'abord aux marchés internationaux, eh bien, il y a beaucoup d'entraves qui est posée aux communautés pour décider qu'on va tasser ces règles-là, puis on va valoriser nos propres règles. Tu vois, c'est tout simplement ça. Une autre question? Oui? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, merci. Moi, j'ai une question. C'est bien de dire ce serait bien de légiférer dans ce sens-là. La question, c'est quelles sont les institutions qui refusent de légiférer et qu'est-ce qu'on peut leur proposer en échange? Bon, d'abord, les institutions, c'est les institutions économiques. Hein? C'est d'abord parce que le capitalisme est mondialisé et c'est la règle. Bon, c'est pas... Bon, mais même la Chine, disons, répond aux mêmes règles d'une manière différente. Mais je dirais, c'est la règle du marché qui s'impose spontanément et ce sont les institutions internationales qui régissent le marché qui s'opposent. Hein. C'est-à-dire,
puis Hugo pourra en témoigner, ils ont voulu aller très, très loin. Je donne un exemple du Québec. Au Québec, il y a ce qu'on appelle des programmes conjoints, c'est-à-dire qu'il y a des programmes dans les œufs, la volaille, je pense qu'il y a 8 produits qui sont réglementés au sens où on produit ce qu'on consomme pour ne pas faire de gaspillage. Le lait est un exemple. Eh bien, à l'OMC, à chaque fois, ils font une bataille pour éliminer ces règles. Alors, on est dans la résistance. Ces règles existent depuis 60-70 ans, là, tu sais. On fait une bataille à chaque fois pour résister parce que c'est le marché, c'est la loi du marché qui doit s'appliquer. Alors, comme je le dis, puis j'insiste pour dire, on ne veut pas que toutes ces règles-là sautent. Ce qu'on veut, c'est quand un État dit, ben là, moi, le lait, parce que ça fait vivre du monde, ça vitalise les territoires, je veux que ce soit réglementé de cette façon-là, mais qu'il ait le droit de le faire. Je veux rajouter une information. Quand on parle de levier juridique, on parle d'une convention. Le projet existe. Et on va le rendre public parce qu'on travaille, nous, depuis 7 ans, 8 ans même, avec une chaire de l'Université Laval, une chaire spécialisée dans la diversité agricole, alimentaire, etc., qui ont fait un travail énorme au plan juridique. Donc, on s'appuie sur la science. Et c'est une convention qui couvre à la fois les aspects, environnemental, social, au plan des communautés, etc. Donc, c'est une pièce majeure. Je vais vous le dire autrement, il y a comme un petit projet de société là-dedans. Okay? Alors, on va le rendre public à l'automne pour ensuite alimenter le débat public sur l'ensemble de la planète. Une autre question? C'est bon? Oh. Richard? Oui, merci pour le constat, mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, en fait, vous vous êtes pas présenté rapidement. Enfin, d'où vient l'initiative? Voilà, j'ai pas compris. Peut-être j'ai pas compris, mais voilà, quelle est la légitimité des acteurs? D'où ça vient? Ça n'a pas été recontextualisé, je trouve. Pardon. Alors, je vais parler de la coalition chez nous. Il y a plus de 60 organisations, dont les principales organisations sont de la société civile. Alors, c'est le mouvement syndical, c'est tout le mouvement de l'économie sociale, c'est tout le mouvement agricole, dans la production, dans la distribution. Il y a avec nous les distributeurs alimentaires, les magasins, les grandes surfaces. Donc, c'est globalement la société civile organisée, parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait avancer les choses. Je vous donne l'exemple. Il y a maintenant une convention internationale dans la culture qui permet aux États de soustraire la production culturelle des règles du marché. Un exemple. Au Canada, on exige, par exemple, qu'à la télévision, à la radio, il y ait de la production canadienne, de la production française, québécoise, etc. Et il y a des subventions, puis dans d'autres pays, c'est d'autres choses. Quand on a commencé cette coalition, on a commencé exactement de la même manière en mobilisant d'abord la société civile, d'abord la culture, tous les organismes de la culture, puis ensuite l'ensemble de l'organisation de la société civile. On a réussi à convaincre l'État québécois, ensuite l'État canadien, qui ont convaincu les autres États d'avoir une convention qui est maintenant sous l'autorité de l'UNESCO dans son application. Et puis, je pense qu'il y a près de 180 États qui l'ont signé. En tout cas, il faudra vérifier les chiffres.
Alors, je dirais, on s'inspire de la même manière, c'est-à-dire, c'est de mobiliser d'abord la société civile. Et au Québec, il y en a déjà plus de 60. Et puis, ailleurs, ça a commencé. C'est un peu de cette façon qu'on veut travailler. Je crois qu'Hugo veut compléter. Ouais. Peut-être pour compléter ce que Gérald a dit par rapport à votre question, avant la coalition, il y a eu, en fait, c'est parti un peu d'un mouvement qui est arrivé un peu spontanément, qui était spontané en lien avec le contexte international. Il y a eu au fin des années 90, début des années 2000, le mouvement pour une agriculture équitable. Et c'était un mouvement qui était à la fois mené par l'UPA et par nous au niveau du PA Développement international avec des organisations de producteurs agricoles, notamment en Afrique de l'Ouest, mais ailleurs également. Puis ça faisait suite aux négociations, Gérald en a parlé tout à l'heure, aux négociations de l'OMC à cette époque-là. Donc l'OMC a été fondée en 1993-94 et à la fin des années 90, début des années 2000, si vous vous en souvenez, il y avait les grandes manifestations à Seattle, ensuite ça s'était transporté à Hong Kong. Donc il y avait un mouvement social très fort qui allait justement, qui voulait proposer une alternative à ce qui se négociait dans ces forums-là. Et un des éléments qui a été réalisé à ce moment-là, avant la coalition, c'était de coaliser justement les organisations de producteurs et productrices ici en Afrique avec notamment l'UPA et d'autres organisations pour être en mesure de sensibiliser, conscientiser leurs propres États à ce qu'ils mettent des freins à ce qui se négociait par les grands pays, exportateurs notamment, au niveau de l'OMC. Et c'est une des raisons, si vous en souvenez, entre autres les pays africains qui avaient bloqué une partie des négociations à l'OMC, notamment sur la question du coton. Et nous, on s'en souvient, bon, j'étais pas là, mais au niveau institutionnel, parce qu'il y avait des producteurs africains qui étaient présents à ces négociations internationales et qui, même si leurs États n'avaient pas une armée d'avocats comme le Canada, la France ou les États-Unis, mais étant donné qu'un membre a un veto, ça a permis justement de bloquer un certain nombre d'avancées néolibérales que l'OMC avait en tête. Donc, avant la coalition, il y a eu ça et on s'est dit à ce moment-là, mais il faut structurer davantage. Il ne faut pas arrêter à ce moment-ci. Il faut le structurer davantage et c'est de cette façon-là que la coalition a évolué. Merci. Ah, une autre question. Bonsoir, merci pour votre bel exposé qui a vraiment donné des idées claires sur nourrir l'humanité durablement. Ma question, c'est au niveau de... On a parlé de le monopole. Le monopole sur tout ce qui est engrais et semences. Quelle solution? Parce que nous sommes une fondation, la fondation Glory Impact. Nous avons été mettre en place actuellement en Côte d'Ivoire un projet d'écosystème qui va créer une chaîne de valeur dans le domaine de l'agriculture, et de la production et de la commercialisation. Et quand on nous interpelle sur les semences, pour voir les semences, et après on a parlé aussi de tout ce qui est pesticides. Parce que si on n'utilise pas ce qui est pesticides, pour produire beaucoup, ça va être difficile. On sait tout ce qui est bio, on peut produire que peu. Donc quelle solution on peut utiliser pour produire? Parce qu'en Afrique, vraiment, il y a un grand besoin. Si on veut produire peu, ça ne peut pas satisfaire à la demande. Et sans utiliser tout ce qui est pesticides, vraiment, ça va être difficile de produire tout ce qui peut aider. Donc, c'est dans ce sens que je pose ma question pour savoir quelle solution qu'on peut nous proposer. Qui veut répondre? Je pense qu'au niveau, tant au niveau des intrants, puis on peut prendre aussi l'exemple de la distribution. Il y a une plus grande... de plus en plus, il y a une concentration, tant au niveau de la distribution que de la vente d'intrants. Bon, je pense qu'il y a deux... En fait, il y a deux éléments dans ma réponse. D'un, je ne pense pas qu'on va pouvoir stopper, qu'on va pouvoir empêcher cette concentration. Ceci étant dit, il y a quand même des façons pour, justement, on est dans un forum sur l'économie sociale et solidaire,
qu'il y ait des organisations citoyennes, des organisations communautaires qui offrent des alternatives, soit à la production d'intrants, notamment par la production d'intrants plus locale au niveau de la ferme, ou au niveau de la distribution, on le voit, entre autres, je vais parler plus du Québec, des marchés locaux, des circuits courts de distribution où il y a un intérêt. Mais ceci étant dit, je pense que la grande distribution va quand même demeurer et les grands conglomérats vendeurs d'intrants vont demeurer. Le deuxième élément par rapport à ça, outre l'alternative, c'est d'inverser le pouvoir de négociation ou le pouvoir de force. Si on fait face à un monopole ou un oligopole au niveau de la vente d'intrants, bien, une des façons, en tout cas, que nous, sur laquelle on travaille avec nos partenaires ici au Sénégal ou ailleurs dans le monde, c'est d'organiser, structurer les organisations professionnelles agricoles pour qu'elles puissent, plutôt que ce soit chaque individu qui négocie ou qui fasse son achat individuellement avec son vendeur d'intrants, c'est qu'ils se regroupent pour avoir un meilleur pouvoir de négociation face à ces grands conglomérats. Donc moi, je pense qu'il y a ces deux alternatives qui sont possibles pour faire face à ce mouvement de concentration qui est de plus en plus présent et auquel les producteurs et productrices doivent faire face. Merci. Je vous propose de poursuivre parce que nous avons 2 blocs. On a tous très chaud, donc on va essayer de cheminer dans notre panel. Nous passons au point où quel est le lien qu'on peut faire entre cette idée d'une alimentation durable et l'économie sociale et solidaire? En quoi l'économie sociale et solidaire vient nourrir l'objectif de ce projet de convention et inversement? Comment cette convention peut nourrir les objectifs de l'ESS? Je laisserai peut-être Gérald répondre à cette question. Bon, moi, j'ai un passé syndical. Alors, ce n'est pas nécessairement la meilleure carte de visite, mais je vous dirais qu'au plan de transformation des sociétés, c'est quand même un terrain de grande expérience. Je dirais que le premier ingrédient, c'est de mobiliser et d'interpeller ceux qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire les agriculteurs, les agricultrices, les pouvoirs locaux, les communautés. Et donc, comme nous disons, les ouvriers, c'est d'abord en s'organisant qui ont amélioré leurs conditions. C'est la même chose, à mon avis, pour le sujet qui nous occupe. Et je dirais qu'on part sur un bon terrain. Parce que l'économie sociale et solidaire est formidablement présente dans l'agroalimentaire. Hein? Alors, je dirais, il faut enrichir tout le processus, disons, et réunir les gens. Et c'est pour ça que, disons, un sujet comme celui qu'on débat cet après-midi, dans le cadre d'un forum sur l'économie sociale et solidaire, on est chez nous. C'est-à-dire, on parle de nous autres. Et les grandes transformations sont toujours le résultat de l'organisation concrète des populations touchées. Les femmes ont amélioré leur sort d'abord en s'organisant comme femmes. Alors, moi, je pense que c'est la même chose pour les communautés qui veulent retrouver leur autonomie et leur diversité alimentaire. C'est elles qui doivent prendre le sujet. Et en tout cas, pour le Québec, moi je dis habituellement, c'est plus de 70% de la production et de la transformation dans l'agroalimentaire qui est déjà en mode d'économie sociale. Alors, on est sur du bon terrain. Et je pense que ailleurs dans le monde, c'est beaucoup la réalité. Merci. On parlait du lait tout à l'heure, on parlait de différents systèmes de production au Québec. Si on regarde l'Afrique, peut-être je laisserai parler Ibrahima. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comment on fait ce pont entre une alimentation durable, une sécurité alimentaire et l'économie sociale et solidaire? Merci beaucoup Magali. Je pense que il est important peut-être de mieux expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Parce que je pense qu'on risque d'avoir la question, parce que la question de la légitimité de qu'est-ce qu'on fait ici a été posée. L'Europa est l'organisation paysanne qui regroupe les plateformes d'organisation paysanne des pays de l'espace CEDEAO, qui est une communauté économique en Afrique de l'Ouest qui existe depuis quelques décennies déjà et qui a élaboré une politique agricole en 2006.
qui est peut-être la première politique agricole dans le monde qui reconnaît le concept de souveraineté alimentaire, clairement énoncé dans la politique. Cela a été fait sous l'instigation du mouvement paysan, parce que nous sommes conscients de l'importance. Nous connaissons nos réalités, nous connaissons notre culture, nous connaissons notre agriculture. Et nous savons ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et donc, nous, avec l'UPA, je pense que nous partageons certaines valeurs autour de cette question de la souveraineté alimentaire. Parce que le Québec a été, le Canada a été un des rares pays peut-être à mettre en place des politiques qui s'inspirent de la souveraineté alimentaire. C'est l'une des rares agricultures du monde qui fonctionne à peu près sans subvention. Si je me trompe, vous me rectifiez. Ouais. Oui, bon, donc avec l'histoire des quotas, bon, je ne connais pas tous les détails, mais on a eu au moment des négociations MC, on avait moins de difficultés à parler avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Canada. Parce que simplement, il y avait ces réalités agricoles qui s'inspiraient de ces politiques-là. Que l'agriculteur peut vivre de ses revenus agricoles. Qu'il n'est pas obligatoire que l'agriculteur soit une sorte d'assisté permanent avec des fonds publics, sachant bien que cela ne peut pas être quelque chose de durable. Nous, en Afrique, on n'a jamais reçu aucune subvention. Mais on est assis sur des contre-vérités et des malentendus. On a dit, on entend tous les jours, y compris par nos politiques, que l'Afrique est un continent pauvre, que nous ne sommes pas capables de nous nourrir, qu'il nous faut... C'est-à-dire, nous sommes tellement conditionnés par ce qu'on nous a mis dans nos têtes. Depuis ce qu'on appelle, moi j'appellerais nos fausses indépendances, où déjà à l'indépendance, on a été conditionnés comme des États qui doivent produire des cultures d'exportation et acheter leur alimentation sur le marché mondial. C'est comme ça qu'on nous a donné l'indépendance. Le Sénégal continue avec l'arachide. Et on produit de l'arachide, on achète de l'huile. Le Sénégal importe de l'huile alimentaire alors qu'il produit 1 million de tonnes d'arachide. 115 milliards. Bon, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, ne produit pas une barre de chocolat. Le Mali, premier producteur de coton en son temps, peut-être n'a pas une filature. Nous importons des tissus. Pendant ce temps, on n'investit pas dans les cultures alimentaires, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Le millet dont parlait Gérard tout à l'heure, même le riz qui s'est imposé par la force des choses. Parce que le riz est une culture qui est venue à peu près un peu plus tard dans nos habitudes alimentaires. On ne mangeait pas le riz tous les jours dans nos pays dans les années 60. C'était une culture qu'on mangeait lors des fêtes parce qu'il y avait des petits bas-fonds que les femmes cultivaient par-ci, par-là, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour le riz. C'était dans les bas-fonds qu'on le faisait traditionnellement. Mais le riz est originaire, quelque part. Il y a des variétés de riz qui sont authentiques de l'Afrique. L'Afrique et l'Asie ont des variétés de riz depuis tout le temps. Donc ce n'est pas une culture importée, en fait, mais c'est une culture qu'on ne peut pas faire n'importe où. Mais on n'a jamais investi pour produire l'alimentation. On a produit pour avoir des devises, parce qu'on a été conditionné comme ça à l'indépendance. Produisez pour vendre, nous on achète, on vous donne des devises, avec ça vous construisez votre économie. Mais c'est un échec total. C'est la raison principale du fait que l'Afrique stagne, s'appauvrit et va même aujourd'hui dans des conflits violents, parce que tout cela parce qu'on n'a pas pu investir dans les territoires ruraux. Moi je suis formel, la guerre que nous connaissons aujourd'hui, qu'on appelle le djihad dans le Sahel, c'est la conséquence de ces politiques, directe de ces politiques. Ça fait 30 ans, depuis que le mouvement paysan existe, que nous, on alerte sur le risque jeune en milieu rural. Personne ne nous a écoutés. On a dit qu'il va y avoir une guerre. Le jour où les jeunes qui sont en milieu rural, qui ont perdu leurs troupes avec la sécheresse, qui ne peuvent plus gagner leur vie, qui errent dans la misère, le jour où ils auront des gens qui vont leur donner des armes, ils vont se retourner contre le gouvernement. On a dit, personne ne nous a écoutés. Mais est-ce que la question, l'Afrique est-elle capable de se nourrir? Moi, je dis oui, avec aucun doute. Il n'y a aucun doute que nous sommes capables de nous nourrir. Mais on n'a pas les dirigeants politiques qui sont capables d'élaborer ces politiques souveraines. On ne les a pas. C'est ça la triste réalité. Même s'ils savent la vérité, ils sont incapables de l'appliquer parce qu'on les appelle tous les jours pour faire le contraire. Nous, on est témoins de ça.
La CEDEAO, nous sommes en réunion avec la CEDEAO depuis tout le temps. La CEDEAO, c'est 2006, on a élaboré la politique agricole de la CEDEAO. En 2006. Ça fait combien d'années? Il faut compter. La CEDEAO, en tant qu'organisation qui regroupe 15 États, n'a pas pu mettre sur la table $1 million pour financer sa propre politique qu'elle a élaborée de façon souveraine. Elle vit, même les fonctionnaires sont payés par des subventions de l'Union européenne et de l'USAID américain. C'est sur ces choses-là que nous sommes assis en Afrique. Mais pourtant, nous avons des États qui récoltent des impôts, qui récoltent des droits de douane, l'administration, les fonctionnaires voyagent en première classe, en business, ils vivent dans le confort des bureaux. Mais pourquoi on n'essaie pas d'investir un peu mieux dans les territoires? Mon ami qui est là, qui est le maire, qui est avec le parti au pouvoir du Sénégal, m'a dit quand il a été au Rwanda, il a été choqué parce qu'au Rwanda, les communes rurales font des contrats de performance avec l'État. Et ils reçoivent des milliards pour investir directement dans les territoires. C'est qu'aucun autre pays africain ne fait. Il a failli changer de nationalité quand il s'est rendu là-bas. Voilà. Lui, il ne reçoit même pas de l'État central, même peut-être de quoi payer les salaires de ces gens dans sa mairie. On lui dit de survivre. Mais au Rwanda, donc voilà, c'est-à-dire, tout est question de politique souveraine. Mais le Rwanda est un exemple, parce que le Rwanda a connu un génocide. On laisse ce pays tranquille, il a pu élaborer des bonnes politiques, les pratiquer. C'est pourquoi ils s'en sortent aujourd'hui. Mais nous, nos États sont sous influence permanente. Donc, si on sort, parce que si on ne pose pas le vrai diagnostic, on ne va jamais trouver la solution. Moi, le problème, depuis il y a 15 ans ou 20 ans pratiquement, on a fait la lutte pour la politique agricole dans le cadre du NEPAD. Ça, c'était l'ensemble de l'Union africaine. On a dit il y a sous-investissement. Il y a eu le consensus avec nos gouvernements qu'il y a un sous-investissement dans l'agriculture et qu'il fallait investir dans l'agriculture. Tous les États africains se sont engagés à consacrer 10% de leur budget dans l'agriculture. Rares sont les pays africains qui disent aujourd'hui ne pas atteindre ce chiffre-là. Mais même avec ces chiffres de 10% de l'argent public écrit, nous, on ne voit pas la couleur de l'argent qui arrive dans nos territoires. On ne voit pas la couleur de l'argent public qui arrive dans les territoires comme investissement. Donc, je vous dis, moi, je suis menacé de prison dans mon pays, aujourd'hui le Mali, par le ministre de l'Agriculture, parce que j'ai dit qu'on ne peut pas continuer cela, qu'il faut que la vérité, qu'on nous dise. Si l'État met un pourcentage du budget, qu'on nous dise où est-ce qu'on l'investit. Il dit que je suis en train de chercher à faire révolter les paysans. Et il m'a mis sur le... Donc, à chaque réunion, moi, il y a quelqu'un qui enregistre tout ce que j'ai dit. Il me l'a dit, qu'il a des enregistrements où j'ai manqué de respect aux autorités politiques et qu'il peut me mettre en prison. Et ça, c'est vraiment, il peut le faire. Parce que la justice, comment elle fonctionne chez nous, oui, tu peux aller en prison pour un oui ou pour non. C'est aussi... Donc, c'est pour vous dire où est-ce qu'on en est. Et c'est la même chose pour tous nos pays. Donc, on nous dit... Donc, si on est les fondamentaux qui peuvent nous permettre de nous en sortir, si on ne les règle pas, on ne va pas s'en sortir. L'Afrique, c'est l'économie sociale et solidaire. Tout est ça en Afrique. Et on n'a même que ça. C'est ça qui nous a construits. C'est-à-dire, aller dans nos villages, dans les années 60, 70, il y avait même le travail, on le faisait en commun. Même aujourd'hui, moi, si je dois... Moi, je suis producteur de fruits et légumes. Dans mon village, si la période de plantation de l'oignon, chaque jour, on va planter l'oignon d'une exploitation. C'est comme ça qu'on organise. Parce qu'une personne ne peut pas le faire. Si tu veux faire une superficie importante, c'est les autres qui viennent t'aider à planter ton oignon. Et on ne paye personne. C'est une solidarité. Il y a des milliers d'exemples comme ça. Les récoltes, on faisait, tout se faisait. Donc, c'est comme ça qu'on a résisté. Et c'est comme ça encore que, malgré tout ce qu'on nous a imposé comme fait politique, on continue à résister encore. Grâce à ces solidarités, grâce à ces mécanismes qui font que, même si l'État n'est pas là, nous essayons de nous en sortir. Mais tout cela a une limite. Parce que quand vous êtes fracassé par des politiques qui détruisent vos moyens d'existence, tout ce qu'on nous a imposé, on envoie des gens qui ont l'argent, des fonctionnaires corrompus, qui ont l'argent pour acheter les terres des paysans. Parce que quand vous avez la tentation de dire à une famille 1 million d'hectares pour 1 hectare, 1 million de francs CFA pour il va vendre. Parce qu'il n'a jamais eu 1 million dans sa main. Pourquoi nos États pourquoi on ne peut pas régler les problèmes?
les identifier et les régler. Donc pour nous, c'est ça le malentendu. Et aujourd'hui, nous seuls, on ne peut plus. C'est pourquoi nous sommes là. Nous, en tant que mouvement paysan, si nous ne faisons pas des coalitions avec les consommateurs, avec les autres composants des sociétés civiles, qu'on comprenne que notre intérêt est commun, je vous assure, dans 100 ans, peut-être on n'existera même plus, dans 50 ans, on ne va pas exister parce que c'est le mouvement qui est dans le Sahel qui va tout emporter. C'est la violence qui va tout détruire. Parce que et ces crises sont entretenues. Sont entretenues pour nous fragiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de source d'inspiration à faire ailleurs. Il y a juste qu'on doit mieux se structurer pour lutter. Et cette coalition Nourrir durablement l'humanité est un moyen pour répartir à l'attaque, pour répartir à l'offensive, pour mieux socialiser les luttes, pour se mettre ensemble, pour booster ces contre-vérités. Vous savez, il y a tellement d'exemples en Afrique où on a montré avec quand l'État donne, quand il y a des petites bonnes politiques, où les gens ont produit tellement qu'on ne peut même pas vendre. Combien de fois ça nous est arrivé? Vous avez vos céréales sur les bras. Je prends l'exemple du Sénégal. Au mois où le président Ouad a investi 20 millions de dollars pour produire du maïs. Vous vous rappelez? J'ai trop rapide. Hein? Peut-être Sidiba pourrait parler du Sénégal. Oui, mais je donne cet exemple. Parfait. Peut-être que j'ai fait hors sujet. Non. Bon. Non, je veux laisser la parce parole que je pense que si on n'explique pas le contexte global, on ne va pas pouvoir bien expliquer les spécifiques. C'est pourquoi j'ai voulu quand même que les gens comprennent. C'est très pertinent. Abdoulaye Wade a mis une année, on lui a dit, il allait au Bénin, je ne sais pas, dans un pays, on lui a dit qu'il fait... Il est au Burkina. Voilà, on lui a dit que le Burkina produit quelques millions de tonnes de maïs. Il a dit, mais pourquoi le Sénégal ne produit pas suffisamment? Il est venu, il a dit, lui c'était comme ça, il a dit, bon, on met 20 millions de dollars pour dépasser le Burkina. Il a mis, et le Sénégal a produit combien de millions de tonnes de céréales en une année. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas prévu comment on vend ces maïs-là. Donc le problème n'est pas un problème de production. Toujours on dit que l'Afrique ne produit pas suffisamment. L'Afrique est incapable de se nourrir. Mais c'est faux, c'est totalement faux. On a plein d'exemples qu'on peut donner, mais je n'ai pas le temps pour tout ça. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a mon ami Sidi qui est là. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on pense qu'on est dans un moment favorable. Parce qu'il y a eu trop de crises ces dernières années. Crise financière, crise climatique, crise Covid, guerre en Ukraine. On commence à voir quelques brides une brèche dans le mental de ce qu'on appelle l'élite politico-administrative dans le capital. On commence à sentir qu'ils se posent des bonnes questions aujourd'hui. Donc c'est le moment d'aller leur expliquer que c'est le moment de changer les paradigmes, de se réapproprier nos politiques, de les élaborer souverainement, de les appliquer et surtout d'investir avec nos ressources propres dans nos politiques. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous en sortir. Voilà, merci. J'aimerais juste qu'on comprenne, Sidiba, comment ça pourrait se traduire au Sénégal? Comment votre organisation paysanne pourrait aller plus loin et influencer les politiques publiques pour qu'on aille plus loin vers une alimentation durable, dans l'esprit de ce qu'Ibrahima disait? Merci. Effectivement, je vais aborder dans ce sens, tout en le remerciant du contexte qu'il a mis en avant. Et moi, je m'appelle Sidiba, pour ceux qui n'étaient pas là quand je commençais. Je suis producteur agricole. J'habite le centre du Sénégal, dans la région de Kaolack. Et je suis le porte-parole de la plateforme CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération du RIRO, qui est la plus grande plateforme du Sénégal et membre fondatrice du ROPA. ROPA, dont Ibrahim Koulibaly en est le président. Et mon président, le président de ma plateforme, Michel Nazirou-Sall, en est le secrétaire général. Donc, comme il a dit, je confirme exactement ce qu'il a dit. Nous, notre plateforme, comme slogan, misons sur les exploitations familiales pour nourrir le Sénégal. C'est ça notre slogan. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, déjà en 2011, nous avons organisé un grand forum, Ibrahim était là, un grand forum comment les exploitations familiales peuvent nourrir l'Afrique de l'Ouest. On l'a organisé ici à Dakar. Ça, c'était en 2011 pour dégager une stratégie commune de souveraineté alimentaire au niveau de nos États, au niveau de nos pays. Et ce forum-là était soutenu, organisé par le CNCR et l'Europa ici au Sénégal. Et 12 ans après, que l'État est conscient que cela est possible, avec la guerre russo-ukrainienne et avec la Covid, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ils sont en train de dégager des stratégies de souveraineté alimentaire du Sénégal.
alors que la réflexion était déjà là, et le mouvement paysan était déjà là. Nous avons déjà réfléchi là-dessus, mais on ne nous avait pas écoutés. Mais 13 ans après, ils se sont rendus compte qu'il faut faire une marche arrière et voir comment ce que ces producteurs-là nous avaient dit en 2011, comment on peut le matérialiser présentement. Comment on peut le matérialiser présentement pour que le Sénégal soit autosuffisant en riz, pour que le Sénégal soit autosuffisant en maïs, pour que les Sénégalais que nous sommes nourrissons les Sénégalais des villes et des campagnes. On sait que cela est possible. Abdoulaye Wade a eu à le tenter avec le maïs, mais il était mal conseillé, il était mal orienté, il a mal pensé comment utiliser cette production mise sur place. Donc tout compte fait, nous au niveau du CNCR, nous sommes conscients de nos capacités, nous sommes conscients de nos capacités managériales, nous sommes conscients que nous, exploitation familiale, c'est nous qui pouvons faire la différence par rapport aux autres. C'est nous qui pouvons faire la différence par rapport à ceux qui promeuvent l'agrobusiness. L'agrobusiness qui n'est là que pour produire et exporter. Il a parlé de l'arachide. Effectivement, il fut un temps, la plus grande usine qui est dans ma zone s'appelait Sodec, Société de décortiquage. On produisait, on exportait en France. C'est en France que toutes les transformations étaient faites. Aujourd'hui, toutes ces transformations, quand elles sont faites, elles sont vendues en métropole. Et on nous fait manger des huiles, pas d'arachide, mais des huiles de tournesol, des huiles de soja, des huiles de maïs que nous ne produisons pas. Donc tout qu'on fait, là, c'est des choses extraverties que nous, producteurs, nous n'avons jamais appréciées, nous n'avons jamais cautionnées. Et nous pensons que présentement, comme que l'État a dû se rendre compte avec la guerre russo-ukrainienne que la solution, c'est pas ça, il ne faut pas jouer avec la vie des Sénégalais, et on leur a demandé s'ils veulent que cette politique-là, cette stratégie et cette souveraineté alimentaire-là se matérialisent, il faut qu'ils mettent les moyens. Dans un contexte de changement climatique, il faut une bonne politique de maîtrise de l'eau. Et il faut aussi une bonne politique de voir comment utiliser des intrants qui ont assez détruit le sol, comment pallier à ces intrants-là qui ont appauvri le sol du nord au sud. Quel type d'agriculture il faut? Il faut une agriculture saine et durable. Et il faut des engrais organiques de qualité. Et que nos organisations sont en train de faire grâce au club santé des sols qu'on est en train d'initier au niveau de nos zones. Qu'on appelle en langue nationale des calsouf. Comment revitaliser nos terres. Nos terres, comment les revitaliser du nord au centre et au sud. Et aussi, il y a une capsule qu'on a eu à faire au niveau de Dafignam, dans la culture du riz. Et comment les paysans ont pu inverser la tendance. On l'a fait au nord et on le sent. Là, c'est des initiatives qui sont développées par les organisations paysannes pour être moins dépendants de l'extérieur et se baser sur les ressources locales pour produire plus et mieux. Là, nous sommes en train de le faire au niveau du CNCR avec l'appui de nos amis d'UPA et d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons. Et le mouvement d'Antmiché Hugo Afeka, on l'a lancé en 2005 au Mali, au Forum sur l'économie sociale et solidaire, avec c'était le mouvement Maé Maé. Là, je me rappelle très bien, il y avait André Bedouin qui était venu avec des milliers et des milliers de cartes qu'on distribuait et qu'on voudrait mondialiser la solidarité entre paysans. C'est un grand mouvement solidaire que l'UPA avait tenté de mettre en avant. Et là, je pense que je remercie infiniment nos amis canadiens qui sont toujours à la main sur ce combat-là. Ils ont longtemps cheminé avec les organisations paysannes que nous sommes au niveau de l'OMC pour faire peser la voix de l'Afrique, pour faire entendre la voix de l'Afrique. Et je me rappelle très bien, en ce moment-là, il y avait Feu Ndiogou Fall qui était là. Il y avait Ibrahim, Babacar Ndao, qui était là-bas et qui nous aidait à porter le plaidoyer au niveau de l'OMC pour qu'on prenne en compte les aspirations et ce que nous, paysans, voulons dire. On a fait un grand plaidoyer sur le coton, comme Ibrahim l'a dit. On a fait un grand plaidoyer sur le riz local pour que ces produits agricoles-là que nous produisons soient des produits qui sont produits, qu'on ait l'autonomie et qu'on nous laisse produire nous-mêmes ce que nous consommons. Et la preuve en est que même quand des problèmes sont posés avec l'exportation des poulets locaux, des poulets qui nous venaient du Brésil, qui avaient essayé, qui étaient, madame,
Et cette exportation des poules nous venant de l'extérieur qui avait menacé nos agriculteurs locaux quand l'État du Sénégal a bloqué. Et aujourd'hui, on a des Sénégalais qui en produisent à foison et qui en produisent ce qui peut nous nourrir. La preuve en est que le responsable de la Fédération des acteurs de la filière agricole nous a dit qu'ils ont mis 12 millions de sujets durant la fête de Korité qui vient de se passer, qu'on a fêté tout récemment. Et il y en a des mains pour l'oignon au niveau de la vallée. Il y en a des mains pour la pomme de terre au niveau de certaines zones. Ça, c'est des acteurs qui sont membres de notre plateforme, qui sont dans IPOV et qui sont dans d'autres fédérations, membres du CNCR qui le font et qui l'ont produit. Donc, tout compte fait, on est capable de nourrir les Sénégalais. À condition aussi que l'État nous accompagne, à condition aussi que les pouvoirs publics sachent que la solution, c'est pas nous, la solution, c'est nous, c'est pas les autres, et qu'ils mettent les moyens et qu'ils accompagnent ce que nous faisons par la concertation et par compte tenu du changement climatique. Et quel paradigme, qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas détruire les terres du nord au sud. Et nous en sommes conscients, ils en sont conscients, et aujourd'hui, ils sont en train de mettre l'accent sur l'utilisation de la fumure organique et une campagne de phosphatage de fond, parce que nous avons des sols essentiellement durs, des sols essentiellement légers, et on sait qu'avec l'utilisation de ce type d'engrais, on peut améliorer la base productive, on peut penser à la maîtrise de l'eau, on peut penser à soutenir les organisations, les plateformes paysannes que nous sommes, pour que le slogan que nous avons mis dans au niveau de notre plateforme, que les Sénégalais misons sur les exploitations familiales pour nourrir le Sénégal et les pays de la sous-région. Et c'est là en relation avec nos amis du repas. Merci Sidiba. Merci. J'aimerais pour terminer donner la parole à Hugo. Je vais poser une question et j'aimerais que Ibrahima conclue la session avec la bonne nouvelle qu'on doit vous annoncer. Hugo, l'ambition de la coalition est de s'internationaliser. Donc nous souhaitons qu'il y ait des branches à travers le monde. Comment les organisations paysannes, puisqu'UPADI est présent dans différents endroits, peuvent se mobiliser, s'organiser pour faire cheminer cette idée? Bien, je reprends un peu l'exemple tout à l'heure quand on parlait du mouvement d'agriculture équitable ou des négociations à l'OMC. À ce moment-là, les organisations paysannes y ont vu à la fois une menace par rapport à la structure de l'agriculture familiale dans leur pays, mais aussi une opportunité pour faire entendre leur voix. Puis, je pense que le projet de la coalition va un peu dans le même sens. On est dans un momentum. On a eu la pandémie, on a la guerre, il y a la crise des changements climatiques. On voit au niveau international, si on regarde au niveau commercial, il y a de plus en plus un repli des États, donc un retour d'un certain protectionnisme. En ce sens-là, il faut faire attention, comme Gérald le disait, c'est pas de dire qu'on est contre le commerce, puis c'est pas de dire aussi on est pour un protectionnisme débridé. Ça prend un équilibre. Et en notre sens, la coalition vient rejoindre cet équilibre-là. Et étant donné que les producteurs, les productrices et leurs organisations sont à la base de ce système alimentaire, de ces chaînes de valeur, pour nous, il est essentiel qu'elles jouent un rôle de premier plan, surtout les organisations paysannes en Afrique. Au Canada, au Québec, par exemple, les producteurs, les productrices représentent moins de 0,5 de la population. Mais elles sont très bien structurées et elles ont une force très importante. Alors qu'ici, elles ont la possibilité, elles ont le potentiel de prendre encore plus de place, notamment en raison de leur nombre. Et Ibrahima le disait tout à l'heure, tous les jeunes qui se retrouvent dans les milieux ruraux, dans les territoires, c'est une force qui peut servir justement à se mobiliser et à faire pression sur les États. Mais dans ce sens-là, il faut leur donner les moyens. Et un projet comme la coalition, où justement, c'est de laisser davantage d'autonomie au niveau des États, au niveau des communautés, au niveau des régions, bien, on le voit comme une opportunité. Puis, je dirais, en terminant, par rapport à ce que Sidi disait par rapport à l'agriculture familiale, mais on considère toujours, c'est-à-dire l'agriculture familiale comme le socle de ces, de ces politiques, mais de ces orientations. Parce que quand on pense à l'économie sociale et solidaire, c'est une économie créée
pour les communautés et par les communautés. Et sans cette agriculture familiale, mais on vient un peu dénaturer, déstructurer justement cette économie sociale et solidaire qu'on retrouve au sein de l'agriculture, qui est encore majoritairement dans le monde une agriculture familiale. Donc, pour ça, nous, on continue d'appuyer cette agriculture familiale et on pense qu'à travers ces organisations de producteurs et productrices, que ce soit au Québec, en Europe ou en Afrique, on a des capacités, on a des pouvoirs pour justement plaidoyer en vertu de meilleurs équilibres au niveau des politiques commerciales internationales. Merci, Hugo. Alors, Ibrahima, on parle d'internationalisation du mouvement, de la coalition. Et avec vous, avec le ROPA, on a eu des longues discussions. On est dans une convergence, vous l'avez compris, une vision commune. Et aujourd'hui, Ibrahima va nous annoncer quelque chose. Merci Magali. En fait, ça fait déjà plusieurs mois, pour ne pas dire, bon, je dirais même plusieurs années que nous cessons d'arriver à quelque chose de concret. Quelque chose qui va mieux socialiser, mieux mettre ensemble nos énergies et nos synergies pour être plus efficaces. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est le cloisonnement des luttes. Chacun dans son petit coin, dans sa petite conviction, dans ses petites luttes. Alors, mais quand les prix des denrées alimentaires flambent tout de suite, tout le monde est concerné. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tout le monde est en train de crier en Afrique aujourd'hui, le prix des aliments flambe, ça flambe. Mais ce n'est pas la faute des paysans. Ce n'est pas du tout la faute des paysans. Donc, si on est intelligent ensemble, je pense qu'on part expliquer à tous les autres acteurs que c'est leur intérêt. Et c'est ça que nous allons tenter de faire au niveau global aujourd'hui, y compris les États, y compris les grandes institutions internationales qui régissent le monde, pour qu'ensemble, si on veut un monde meilleur, tous, on doit laisser plus d'autonomie, plus de possibilités de politiques cohérentes. Surtout pour ce qui concerne les questions de souveraineté agricole et alimentaire. Et donc, nous avons le plaisir d'annoncer ici que l'Europa s'engage pour véritablement porter ce message en Afrique de l'Ouest, pour qu'une coalition puisse commencer à se mettre en place en Afrique, afin qu'avec les autres coalitions qui vont émerger de par le monde, qu'on puisse porter ce combat, d'aller vers la demande concrète d'un cadre réglementaire, d'une convention, qui va nous permettre effectivement de concrétiser cette exception agricole, j'allais dire exception agriculturelle, parce que l'agriculture c'est aussi une culture, ça repose sur des cultures, des façons de faire, des savoir-faire, des savoir-être des communautés, et donc il y a un lien fort. Et donc le respect de cela, je pense que c'est une condition sine qua non pour la paix, la stabilité dans le monde. Donc Gérard, officiellement, j'annonce cela aujourd'hui. Bravo. On l'adore fortement. Partout où on parle, disons, du projet, que ce soit avec les agriculteurs, la société civile, les consommateurs, les gens adhèrent parce que, d'abord, ça crée l'espoir. Les gens ne sont pas fous, ils savent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérégler. Et si les premiers concernés se mobilisent, l'ensemble de la société va se mobiliser et les pouvoirs publics n'auront pas le choix. Et donc, que l'Afrique soit, je dirais, l'endroit où il y a une volonté systématisée et puis organisée de porter ce projet-là, c'est d'abord, je dirais, c'est le résultat de la pratique qui se fait en Afrique, là, depuis longtemps, d'une capacité de se mobiliser. Mais ça va aussi, parce qu'on a des antennes en Amérique latine, on en a en Europe,
l'idée, c'est effectivement d'avoir un mouvement qui s'internationalise parce que ça interpelle toute la planète et toute la société civile. Alors, moi, je suis très heureux que ce pas se franchisse, d'autant plus qu'on est équipé maintenant. C'est-à-dire, on chemine ensemble depuis longtemps, et puis là, on est comme dans une espèce de synthèse où un instrument ne dispensera pas, n'empêchera, je dirais, n'enlèvera rien à la responsabilité de nos nations, là, puis la responsabilité de nos États. Au contraire, ça va les rendre plus responsables de prendre les mesures qu'on souhaite depuis autant d'années. Alors, c'est un grand événement. Je suis très heureux. Et puis, j'espère que dans la déclaration finale de la rencontre du G7, ce sera également souligné. Je pense que ça vaut le coup que ce soit indiqué comme un engagement majeur de ce forum. Alors, merci à tous les camarades, et puis on peut souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions pour terminer? Oui. On va terminer avec quelques questions. Voilà. Il y a là-bas aussi. Richard. Ok, merci. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Amidi Diop. Je suis le président du cadre de concertation des producteurs d'arachide, premier vice-président de l'ASFRODEP. Mais je ne voudrais pas dire que je suis aussi le maire d'une petite commune qu'on appelle Ndrameskal, dans le département de Nioro, au centre du pays. Je me réjouis d'ailleurs de l'initiative, tout en souhaitant vivement la réussite. Mais au Sénégal, 3 fondamentaux me paraissent essentiels. Dans cette bataille, nous devons intégrer la divulgation des animaux. Ça atteint des proportions telles que c'est en train de plomber la production de ce pays. L'espoir de toutes les familles anéanti à zéro par des animaux en divagation. Des conflits en n'en plus finir, causant des fois des morts d'hommes. L'autre aspect, c'est les pertes post-récolte. Faute de stockage, faute de magasins de stockage, c'est inadmissible. Hugo, quand j'ai été au stage Viens marcher ma terre, alors que j'ai été voir des producteurs de maïs, Guy, que je salue au passage, le magasin communautaire qu'on a au niveau de ma commune, lui, il en a 5. Ma communauté fait 35 000 habitants. Nous n'avons qu'un seul magasin communautaire. Cette année, avec les pluies indésirées qui sont hors saison, nous avons eu des pertes incommensurables. L'autre aspect, le président vient de l'annoncer, cette année, le Sénégal applaudit parce que l'État a annoncé 100 milliards. Alors qu'en se basant sur les accords de Maputo, nous avons un budget de 6 000 quelques milliards. Au moins, il nous devait 600 milliards. C'est 10%. Non, 10%, c'est 600 milliards. Actuellement, nous applaudissons. Mais pourquoi applaudir? Alors qu'il y avait des accords qui sont là, nous attendions de l'État central 10%. Et nous avons besoin de maîtriser l'eau. Il nous faut produire en temps plein. Là où je vais conclure, nous avions un beau poème qui chantait les Africains. Dans le dernier refrain, l'auteur disait que nous n'avons pas de blé, nous n'avons pas de vigne, mais nos palmiers sont hauts et notre sol est grand. Chantons la belle Afrique, chantons ses enfants. Nous avons un potentiel humain extraordinaire, des terres à n'en plus finir. Mais il nous suffisait de produire en temps plein pour tirer pratiquement tout, pour dépasser cette crise que nous vivons. Merci. Bonjour, ma question c'est pour Monsieur Ibrahima. Je m'appelle Nathalie Alziout.
Je suis médiatrice de profession, ayant travaillé au Tchad et en Centrafrique. Donc, je suis complètement votre analyse que le capitalisme est vraiment un facteur contributeur immense au conflit. Dans votre présentation, j'ai entendu une proposition, une idée de coalition entre les producteurs et les consommateurs. Et j'aurais voulu savoir si vous pourriez un peu plus parler sur cette stratégie, surtout si les consommateurs sont à l'étranger. Et pour nous, le narratif qu'on nous dit que si on arrête d'acheter ces produits, c'est que les gens qui le produisent vont plus avoir de travail. Et donc, ça maintient le système en place. Donc, j'aurais voulu savoir un peu plus comment vous voyez cette coalition et comment, de l'étranger, on peut appuyer justement vos efforts locaux. J'en veux juste répondre. Merci beaucoup. Vous savez, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit qu'il faut qu'on aille contre les contre-vérités. Parce que si on ne va pas contre les contre-vérités, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, si vous regardez les chiffres de la FAO, des institutions, on va toujours dire il y a tel nombre chaque année, il y a tel nombre de millions de personnes, 800 millions, 900 millions, 1 milliard, ça a dépassé cette année 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, de la malnutrition. Mais ces chiffres-là ne veulent rien dire. Ça n'explique pas la source des problèmes. On dit de l'Afrique, c'est reconnu que l'Afrique est incapable de ça. Mais c'est un mensonge. Moi, j'ai assisté à combien de banqueroutes paysannes parce que nous avons trop produit. Moi, qui suis là. Je donne un exemple très simple. L'oignon, quelqu'un a parlé des carottes. Oui, mais parce que, vous savez ce qui s'est passé? Quand les producteurs arrivent à s'organiser en filière, ils deviennent une force. Parce qu'ils savent qu'ils gagnent en vendant leurs oignons ou leurs carottes. Donc, ils arrivent dans la négociation à empêcher l'État. Il y a plein d'exemples comme ça maintenant en Afrique de l'Ouest. La pomme de terre au Fouta Djallon. Il y a quelques filières qui ont eu la possibilité de négocier avec les gouvernements parce qu'ils sont allés déverser des pommes de terre devant le ministère. Ils ont fait des actions très visibles. Voilà. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a des accords pour 6 mois pour empêcher qu'on importe de l'extérieur. Mais un pays comme le Sénégal, avec la température sur la berge, cette bande, disons, des mers, on peut faire des légumes toute l'année, de très bonne qualité. Et il y a de l'eau dans le sol, pas très profondément. Donc, il suffit qu'il y ait des bonnes politiques. Mais ça ne suffit pas. Mon ami Diop a parlé tout à l'heure, il dit, quand il est allé au Canada, dans une communauté, il a vu combien de magasins, mais lui, mais 38 000 personnes, ils ont un magasin. Mais c'est ça la question des fonds. C'est-à-dire, les politiques agricoles doivent être construit sur les besoins réels des communautés. Mais ce n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire quand l'État sénégalais annonce 100 milliards, combien de milliards vont arriver dans les communes rurales? Mais zéro. C'est zéro. Et tout est bouffé dans le ministère ici, en marché public. Mais il faut le dire ça. Même si moi je dois aller en prison, j'ai dit au ministre de l'Agriculture, qui une fois m'a dit, tu sais Koulibaly, tu racontes ta vie, toi tu dis que 15% du budget, le Mali dit 15%. Moi je dis ça fait 400 milliards au Mali. Mais j'ai dit, mais il faut de la transparence sur ces 400 milliards. Il m'a dit un jour, il dit, tu sais, les 15% là, c'est une écriture. Non, je vous jure. Il dit, c'est une écriture. Ça ne veut rien dire. Donc si c'est un mensonge, qu'on nous le dise. Mais donc, on est assis sur des faux et de l'usage des faux. Il suffit d'un peu d'investissement. Le paysan, il a besoin de quoi? Il a besoin de petits équipements. Produire son compost, transporter, mettre dans son champ, un peu d'eau aussi, il fait de l'irrigation, agréger quand on est en organisation, agréger nos productions pour avoir les meilleurs prix. Mais un État doit organiser ça. Moi, quand je suis allé au Canada, qu'est-ce qui m'a impressionné? Il y a une loi sur la mise en marché collectif des produits agricoles. Mais quand j'ai discuté avec les agriculteurs canadiens, ils m'ont dit que c'est ça qui a fait que dans les années 50, il y avait la pauvreté au Canada, des gens mouraient presque de faim. Mais c'est ça qui a lutté contre la pauvreté paysanne au Canada. Parce qu'on a créé une loi pour obliger les gens à mettre leur production pour avoir des meilleurs prix, mieux négocier. Pourquoi l'Afrique ne fait pas des choses comme ça qui fonctionnent? Demain, si on est capable de dire que... quand je suis allé en Thaïlande, pourquoi? Moi, je suis allé en Thaïlande, j'étais invité à une conférence. Mais je ne suis pas allé pour la conférence, je suis allé pour savoir pourquoi le riz thaïlandais est moins cher à Bamako. Non, parce que moi, je ne peux pas accepter que nous, on fait du riz. Dans notre propre pays, on le produit, on le fauche, on le bat, on le décortique. Mais le riz thaïlandais qui vient de 15 000 hectares, par bateau, par train, par camion,
est vendu moins cher que le riz de Bamako. Mais moi, je voulais comprendre parce qu'il fallait que je le sache de moi-même. Quand je suis allé, et déjà, avant même que je commence à aller dans la rue pour essayer de savoir pourquoi le riz est moins cher, si le riz est moins cher sur leur propre marché local, dans la conférence même, il y avait des paysans et il y avait un professeur qui parlait. Il expliquait aux paysans. Il disait, vous savez, vous les paysans, vous avez un problème. L'État, notre gouvernement vous a donné une opportunité unique, qui est qu'il achète votre riz à un prix garanti qui est plus supérieur que le prix du marché libre. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Si tu fais ça en Afrique demain, je vous assure, moi je mets ma vie en garantie que 5 ans, on ne parle plus de problème de déficit de production. C'est-à-dire l'État thaïlandais achète le riz avec les producteurs à un prix qui est supérieur au prix du marché libre. C'est garanti par l'État. C'est pourquoi il ne manque pas de riz en Thaïlande. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus performants que nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils stockent ce riz dans des magasins. Il y a des magasins partout, donc mon ami. Et c'est l'État qui construit ces magasins-là. Parce que le riz, il le mange 3 fois par jour, matin, midi, soir. Donc si le riz manque, c'est la révolution. Donc ils ont une politique très bien construite autour du riz. Donc qu'est-ce qui se passe? Souvent quand ils ont des stocks qui restent très longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'insectes là-bas, ils traitent avec des pesticides. Après 7 ans, 8 ans, ce riz, ça n'a plus aucune valeur nutritive. C'est là qu'ils vendent à nos commerçants. Mais allez faire l'analyse. Ce riz, il est bourré de pesticides. Donc il disait aux paysans, vous savez, vous vendez votre bon riz de l'année au gouvernement et vous allez acheter le mauvais riz qui est vendu au prix de compost. Les Africains doivent savoir des vérités comme ça. Pourquoi tous les Africains sont malades aujourd'hui? Tension, hypertension, diabète, tout ça. Tout le monde est malade en Afrique. À 40 ans, tu es mort. Mais parce qu'on mange du poison. On importe ces poisons, nos gouvernements sont complices de ça. Et même les partis politiques au pouvoir se financent avec ça. Oui, tous les partis politiques au pouvoir en Afrique ont des liens avec des importateurs de riz de Thaïlande et des pays asiatiques. Mais pourquoi? Mais ça, c'est de l'escroquerie. On doit attaquer ces gens en justice. S'il y avait une justice dans nos pays. Quand un régime politique tombe en Afrique, chaque fois qu'il y a un nouveau président, vous avez des gros importateurs qui font faillite. Il y a d'autres qui émergent. Non, ça c'est documenté. Personne ne peut le nier. Parce qu'ils financent les partis politiques. C'est pourquoi on ne peut pas élaborer une politique de souveraineté alimentaire sur le riz en Afrique. Donc nous avons tout pour nous en sortir. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas un continent de misérables. Nous sommes des travailleurs. Nous, on n'est plus travailleurs que les Thaïlandais. Ce que nous on fait sous le soleil, ils ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi nous, ils sont plus performants? Parce qu'ils ont des États qui ont pitié de leur population. Donc mon ami là, il faut parler avec ton président. Comme tu es... il est du parti au pouvoir, donc... Est-ce que vous avez le courage d'entendre encore une ou deux questions? On ne va pas brimer. C'est une bonne idée. Alors on va prendre les dernières questions. Il n'y en a plus? Donc, merci. Donc, merci. Moi, c'est Malik Sow. Je suis le secrétaire général d'une organisation paysanne locale au nord. C'est Malik Sow. Je suis agro-pasteur. Je viens d'une organisation paysanne qu'on appelle la FAPAL, qui est membre d'une plateforme qu'on appelle la FONCS, Fédération des ONG de Action Paysanne, membre du CNCR et membre du ROPA. Magali a posé tout à l'heure une question sur ce que les organisations paysannes font pour ce qui concerne le système alimentaire. On a pris conscience depuis des années que le développement, c'est dans les terroirs. C'est pourquoi on avait instruit à tous nos membres d'aller s'investir, même si dans les partis politiques, pour occuper les centres de décision au niveau local. C'est pourquoi qu'on a eu la chance d'avoir quelque part des maires comme Amid Diop. Au lieu d'avoir des collectivités territoriales de politique politicienne, on veut avoir des collectivités territoriales de développement comme des instruments de développement. Là-dessus, je crois que le mouvement paysan est en train de travailler aussi dans ces questions. Il y a énormément de choses que nous sommes en train de faire au niveau local, production, transformation, fabrication matériel agricole. Mais là aussi, comme que nous sommes dans un pays aussi où tout est réglementé, souvent les services d'hygiène, c'est impropre à la consommation. Vous n'avez pas d'utilisation FRA. Il y a des taxes qu'on pose. Il y a. Donc,
on nous étouffe à la base. Et pour terminer, je dis que ce que nous sommes en train de construire, c'est un mouvement d'ensemble. Parce que entre le nord et le sud, nous partageons en commun quelque chose. C'est ce que nous sommes en train, les questions sur lesquelles nous sommes en train de discuter. Mais nos décideurs, et surtout au nord, on constate la montée de l'extrême droite. Et je dis que c'est les cartes qui élisent. Et au nord, moi, ce que je pose, la société civile au nord, quel rôle travaille-t-il pour influencer les électeurs pour qu'ils amènent au niveau des décisions des gens qui sont plus sensibles à nos préoccupations en tant que producteurs? Est-ce que ça appelle une réponse? Je pense pas. Non. La dernière. Dernière. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre Frisset, Terre-Mer en marche, l'environnement. Plus fort. Plus fort. Ouais. Alors, je suis venu ici parce que je voyais nourrir l'humanité durablement. Ça m'a interpellé. Je voyais votre logo, le jaune, je dis ça c'est le maïs, c'est le blé, c'est les céréales. Je voyais le rouge, je disais ça c'est la viande et tout ça. Et je voyais le bleu, et ça c'est la pêche. Que faites-vous de la pêche dans nourrir l'humanité durablement? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous faites abstraction de la pêche? La pêche n'a pas son importance. C'est un bon point. Donc, devant les pêcheurs, on parle de pêche, parce que la Convention touche aussi tout le secteur de la pêche, les pêcheurs, la transformation, etc. Puis ça touche, je dirais, la pêche, c'est beaucoup la question de l'environnement. On est en train d'acidifier les mers. Disons, la question de l'eau devient gravissime. Alors, on s'occupe aussi de la pêche. Alors là, s'il y avait des pêcheurs ici, peut-être que... Ah oui! Bien, vous faites bien de nous en parler, parce qu'effectivement, ça fait partie de l'ensemble de la question. Ouais. En Afrique de l'Ouest, nous, le mouvement paysan, c'est toutes les composantes. Et pour dire le Sénégal, le président qui était là avant l'actuel, c'était un pêcheur, Samba Gueye. Donc c'est pour dire qu'il était le président national de l'organisation. Donc pour nous, quand nous parlons des paysans, c'est un vocable générique. Comme c'est un terme aussi souvent qu'on a très dévalorisé, parce que quand on dit paysan, ça veut dire agriculteur, éleveur. Bon, Malik c'est des agro-pasteurs ou c'est pêcheurs. Nous sommes tous des gens qui travaillent avec les paysages, avec la nature. Donc pour nous, paysans vient de ça. C'est-à-dire nous travaillons, notre premier outil de production c'est la nature, c'est le paysage. Donc pour nous, c'est toutes les composantes. Vraiment, il n'y a pas... Les pêcheurs font partie intégrante de tout le mouvement paysan en Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci. C'est ce qui va conclure notre panel. Vous comprenez que la coalition, les coalitions qui vont se former, c'est notre projet, notre ambition, vont viser à ce que des États portent cette idée de convention. On vise la FAO, mais les Nations Unies, pour que cette convention prenne naissance et qu'elle vienne compléter des grandes conventions comme celle sur les changements climatiques ou la biodiversité, parce qu'à notre sens, un peuple qui a faim ne peut pas s'occuper de son environnement, ne peut pas s'occuper des problèmes de changement climatique. Pour nous, c'est un maillon qui manque, qui est essentiel pour qu'on aille plus loin comme humanité. Alors, merci beaucoup à nos panélistes. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Bravo. On reste disponible, bien sûr. Je sais qu'il y avait peut-être d'autres questions, mais on reste disponible pour y répondre plus individuellement si vous le souhaitez. Et on est là, tout le forum, alors on peut se parler. Merci.